Freedom, il est 9h03. Christian Annette est l'invité de Freedom ce matin, conseiller municipal à Sainte-Marie depuis 2008, militaire de carrière à la retraite. Christian Annette est aussi le porte-parole du PS à La Réunion et surtout soutien de Manuel Valls. Alors pour ces primaires de la gauche, des primaires qui auront lieu les 22 et 29 janvier prochains, vous pourrez lui poser vos questions durant cette émission au 02 62 99 12 00. Et pour l'interviewer ce matin, Charles Lhuillier. Bonjour messieurs. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Bonjour Christian Annette. Manuel Valls porte inévitablement le bilan de François Hollande. Est-ce que ça n'est pas trop dur de soutenir un candidat qui se place dans la continuité d'un quinquennat aussi peu populaire? Il faut quand même du courage. Il faut du courage, il en a, mais je pense que lorsque vous dites que le bilan de François Hollande n'est pas bon, moi j'ai une... Alors j'ai dit que le quinquennat n'était pas très populaire en tout cas. Très populaire, c'est vrai, parce qu'il a fallu prendre des mesures pour redresser la France, redresser les comptes de la France, et quand vous prenez ce genre de mesures, elles ne peuvent être qu'impopulaires. Et je comprends un peu aujourd'hui le désarroi des Français et des Réunionnais, mais la situation s'améliore. Elle s'améliorait en particulier sur le front de l'emploi. Alors, à La Réunion, en tout cas, elle s'est améliorée, la situation sur le front de l'emploi sous le quinquennat Hollande? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a eu un redressement pendant 2 ans. Nous étions à contre-courant de ce qui se passait en France. Et puis ces 3 derniers mois, effectivement, nous étions dans l'autre sens. En France, il a diminué, chez nous, il a augmenté. Et ça tombe mal. Et ça tombe mal, mais il y a quand même des explications. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que depuis 2014, il y a eu chaque année à La Réunion de l'ordre de 5500 emplois marchands créés. Ça veut dire donc que les mesures prises par Hollande et par Valls, c'était les bonnes. En particulier, je parlais du crédit d'impôt, le CICE. Le CICE, voilà, compétitivité emploi, c'était une bonne mesure. Et tout le monde le reconnaît à La Réunion, le pacte, et ça a été poursuivi par le pacte de responsabilité, c'est donc une bonne chose. Donc la première chose, en matière d'emploi marchand, ça a été positif. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a décroché par rapport au niveau national? Il y a une raison, comptable. La raison comptable, parce que quand on calcule, c'est toujours des chiffres, c'est que depuis le mois de février, il y a eu le plan 500 000 formations supplémentaires. Voilà, effectivement. Ouais. Il y a eu ce plan. Or, ce plan il consistait à allouer aux régions une enveloppe. La Réunion a eu 19 millions d'euros pour ces emplois, pour ces formations supplémentaires, de l'ordre de 6 600, 7 000 pour la Réunion. Or, la région n'a établi aucune convention avec Pôle emploi. Quand les autres régions de France l'ont fait dès le mois de mars, les autres régions d'outre-mer aussi, nous, ça n'a été fait qu'en novembre. Donc, ça fait 7000 personnes qui étaient au chômage, qui auraient dû être en formation et qui ne le sont pas, et qui l'ont été au mois de novembre. Voilà, donc 25% de chômage à La Réunion, et c'est vrai que bon, on n'a pas vu d'embellie, ou alors une embellie assez faible. Mais c'est vrai que si on regarde le quinquennat, et sur le plan national, bon, force est de constater que bon, les chiffres de l'emploi, en 5 ans, n'ont pas été bons. Et cette condition de l'inversion de la courbe du chômage, comme le disait François Hollande, eh bien, on n'y est pas arrivé. Plus 544 000 demandeurs d'emploi en 5 ans. 544 000 en 5 ans. Et Manuel Valls, finalement, est dans la continuité de tout ça. Il est dans la continuité, mais je rappelle quand même que lorsqu'on parle, c'est dommage qu'on ne soit pas à la télé, lorsqu'on parle d'inversion de la courbe, c'est bien qu'il y a eu une progression en 2012 et 2015-2016, mais que depuis, ça s'inverse. Voilà, oui, bon. Alors c'est difficile. On joue sur les mots. Pour les auditeurs, c'est très compliqué. Je ne vais pas dire le chômage augmente moins vite qu'avant, que ça sont des âneries. Mais il y a eu quand même, et en France aussi, beaucoup de créations d'emplois dans le secteur marchand. On ne peut pas le nier. Et on rappelle, moi je rappelle quand même que... Et beaucoup de créations avec les contrats aidés. Aussi, mais bon, ça on peut en discuter malheureusement. Mais on peut en parler. Moi je veux bien qu'on en parle, ça fait partie du bilan. Mais lorsqu'il n'y a pas d'activité, à La Réunion en France, lorsqu'il n'y a pas d'activité, lorsque les chefs d'entreprise n'ont pas suffisamment de parts de marché, comment voulez-vous créer de l'emploi? S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui restent sur le carreau? Et quand on parle de contrat aidé, il s'agit bien du traitement social du chômage.
Personne ne s'en cache. Mais il vaut mieux mettre les gens au travail, qu'ils aient un emploi aidé. Je parle de la Réunion. Et j'aimerais justement qu'on parle des contrats aidés. Parce que lorsque vous avez une activité 22 heures par semaine et que vous avez 700 € à la fin du mois, certes, ce n'est pas suffisant. Mais c'est mieux que de n'avoir rien et de tourner en rond toute la journée. Est-ce que les mairies, c'est ce qu'on pose régulièrement comme question, est-ce que la mairie c'est Pôle emploi, hein, clairement? Parce que si le rôle de la mairie c'est de distribuer des contrats aidés, c'est facile. Oui, la mairie n'est pas Pôle emploi. Mais la mairie, c'est vrai que c'est le premier tampon, hein, sur cette crise sociale, sur l'emploi. Il faut trouver d'autres biais. Je pense que les contrats aidés étant financés par l'État, il serait normal que Pôle emploi se charge de ça. On éviterait beaucoup de dérapages, beaucoup de mesures clientélistes, pour être clair, pour être très clair. Et c'est un sport national à La Réunion, vous le savez. Oui, hein. mais non, surtout à l'approche des élections municipales. Et on le voit à Saint-Louis, par exemple. Et ce n'est pas parce que c'est un sport national qu'il ne faut pas essayer de réduire, de corriger. Et il faut corriger, parce qu'on ne peut pas jouer là-dessus. Mais vous dites quand même que les contrats aidés peuvent être un recours en cas de crise, comme on le vit là. Pour moi, c'est un amortisseur. On encaisse mieux grâce aux contrats aidés. Et c'est le cas à La Réunion. Il y a eu un certain nombre, ça a été largement augmenté. Hein? Aujourd'hui, 45 000 contrats aidés à La Réunion, dont 5 000 emplois d'avenir. Mais un emploi d'avenir pour un jeune de moins de 25 ans, pendant 3 ans payé au SMIC, moi j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup, c'est pas mal. Mais on préférerait que ce soit dans le secteur marchand. Vous le disiez, il y en a eu, mais pas assez. Il n'y en a pas assez. Bon alors, quelle est la responsabilité du gouvernement? Le gouvernement agit en redressant les comptes de l'État. Donc il a pu emprunter ensuite. Il a fait ce qu'on appelle le CICE, le pacte de responsabilité. Après, c'est à chacun, et c'est pas immédiat, vous le savez très bien, c'est pas immédiat, à chacun de prendre ses responsabilités, les chefs d'entreprise aussi. Notre problème est bien un problème de compétitivité, de gagner des parts de marché, que ce soit en Europe ou dans la zone océanienne. Aujourd'hui, ça ne se fait pas, il n'y aura pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais ce que nous promet Fillon, c'est pire. C'est la récession. On en parlera après de François Fillon, effectivement. Nous sommes avec Christian Annette, soutien de Manuel Valls. On rappelle que ces primaires de la gauche auront lieu les 22 et 29 janvier prochains. On parlera des modalités de vote un peu plus tard dans l'émission. Vous me disiez, Christian Annette, en préparant cette interview, que vous vous félicitiez également du programme social durant ces 5 dernières années, avec par exemple des réformes autour de la CMU, entre autres. On a étendu eh bien, la CMU à plus de monde. Bien sûr, et je veux le rappeler à tous les auditeurs de Freedom, ils sont nombreux, que lorsqu'on parle d'un bilan négatif, on ne sait pas ce qui a été fait par François Hollande. On a oublié, c'est vrai qu'on est dans une espèce de pessimisme, hein, on a l'impression que tout a été négatif. En matière sociale, en matière de coup de pouce au pouvoir d'achat, je rappelle quand même que dès 2012, il y a eu l'augmentation de 25% de la prime de rentrée scolaire. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il y a eu la prime d'activité qui a été étendue à tout le monde. C'est de l'ordre de 150 € pour les travailleurs qui ont des petits salaires. Là, je ne parle que de pouvoir d'achat. Les adversaires politiques de François Hollande appellent ça du clientélisme. Non, hein, mais non, c'est du clientélisme quand vous attribuez ça à vos électeurs. Là, c'est attribué à tout le monde. Ce n'est pas du clientélisme. Et moi, je veux bien en parler, moi, avec Didier Robert, qu'il vienne. On va s'expliquer entre le bilan de Sarkozy, entre ce que propose Fillon, et le bilan en matière sociale. Pour moi, il y a deux piliers dans notre République, l'éducation et la santé. François Fillon a été capable de rétablir, on est en train de rétablir les comptes de la sécurité sociale. Ça fait des décennies qu'on parle de ce déficit. 20 milliards, on est à 400 millions aujourd'hui. Oui, voilà. Alors une nouvelle baisse, pardon, Christian Annette, due essentiellement, en 2017 en tout cas, ça sera dû essentiellement à de nouvelles recettes comme la hausse des taxes sur le tabac à rouler ou le non-remboursement de plusieurs médicaments ou encore la baisse du plafonnement du quotient familial. Et c'est déjà d'actualité. C'est ça aussi les valeurs de gauche, alors. C'est les valeurs de gauche. Mais moi, je ne vais pas faire la fine bouche. Quand on passe en 2011 de 20 milliards de déficit, et moi j'ai été baigné dans ce déficit de la sécurité sociale, qu'on en est aujourd'hui à 400 millions, qu'on sait que ça va s'améliorer, je me félicite de ce résultat. Je me félicite de ce résultat, d'autant plus qu'on a pris des vraies mesures en matière de santé. L'extension pour la Réunion, l'extension de la CMU, ça a touché 60 000 ménages. C'était une excellente mesure. En France, nous on l'avait, le tiers payant.
Mais mettre en place, mettre en œuvre le tiers payant, vous imaginez pour les familles Mais à côté de ça, des taxes sur le tabac à rouler, donc ça c'est le pouvoir d'achat des Français également. Alors certes, il ne faut pas fumer, mais quand même. C'est vrai que, bon, c'est partout pareil, c'est-à-dire que le tabagisme coûte tellement cher à la santé qu'on se dit, on va percevoir là, il y a un petit effet dissuasif, j'imagine qu'il n'est pas suffisant, mais je tiens à saluer quand même que cet effort qui a été fait pour le tiers payant en France, c'est extraordinaire. Mais le non-remboursement de certains médicaments, c'est vrai, parce que mais alors, et je dis quand même que dans ce contexte de crise, ce contexte difficile, budgétaire, on est l'exemple. Ni les anglo-saxons, ni les américains, ni les anglais, ni les australiens, personne n'a notre modèle de santé. Alors, on peut dire qu'il n'est pas parfait. Et les Français sont, c'est vrai qu'on se plaint, c'est très français, très réunionnais, on se plaint. C'est pas parfait, mais soyons conscients de la chance qu'on a de pouvoir aller chez le médecin. Ça ne se fait pas, on va chez le dentiste. Donc ça, c'est bien une avancée sociale. Ce ne sont pas les seuls. En matière d'éducation aussi, il y a eu des avancées. Bon, et Emmanuel Valls alors a été l'invité de France 2 hier chez David Pujadas, et évidemment les journalistes l'ont à maintes reprises questionné sur ce fameux 49.3. Emmanuel Valls a utilisé 6 fois le 49.3 durant le quinquennat de Hollande, et aujourd'hui il semble un petit peu retourner sa veste, hein, c'est ce que disent ses adversaires. Il dit qu'on lui a imposé de faire ça. Vous pensez quoi de ce revirement, Christian Annette? Est-ce que déjà c'est un revirement selon vous, quand on l'entend dire aujourd'hui, on m'a forcé à faire le 49.3 alors que je voulais pas? Alors, je vais prendre un exemple d'utilisation du 49.3, c'était sur la loi travail. Que vous soutenez, hein, la loi travail. Que j'ai soutenu, que je continue à soutenir. Donc, je ne vais pas me renier aujourd'hui. Le 49.3, c'est quoi? C'est dans la Constitution, donc il n'y a pas à être pour ou contre. On l'utilise ou pas, mais c'est dans la Constitution. Ça a été créé, il me semble, par le général de Gaulle. Qu'on ait utilisé, il y a bien eu débat au Parlement, pendant 3 semaines, 1 mois. Il y a bien eu un travail, il y a bien des amendements qui ont été déposés. Ce travail a été fait aussi au Sénat. Donc le travail parlementaire a été fait. Quand il a fallu prendre une décision, je suis heureux que Manuel Valls, que François Hollande ait décidé du 49.3. On ne peut pas dire tout et son contraire et manquer de fermeté. Il fallait le faire, j'estime que c'est bien. De l'autre côté, l'opposition, il fallait qu'elle prenne ses responsabilités. Pourquoi ils n'ont pas réussi leur motion de censure? Parce que c'était 2 oppositions diamétralement opposées, entre celle de la gauche radicale et celle de la droite. Donc, il y avait les frondeurs aussi. Absolument, justement. Mais il y avait donc cette majorité relative, toute relative, c'est vrai, mais heureusement, moi je le dis aux auditeurs, donc tout le monde m'entend, c'est clair, je l'avais dit, je le redis, je confirme, le 49.3, c'est un outil mis à la disposition de l'exécutif, on l'utilise en tant que tel. La droite l'a utilisé, Rocard, tout le monde l'a utilisé. Mais là aujourd'hui, Manuel Valls dit finalement je suis contre le 49.3. Voilà, c'est quand même assez drôle, quoi. C'est comique. Est-ce que c'est comique ou pas selon vous? Non, c'est pas comique. Bon, qu'il évolue sur ce point, très bien. Qu'on ait davantage de débats, mais qu'on soit dans des situations bloquées après, parce qu'après il faut voir quelle est l'origine du blocage. La loi El Khomri a effectivement suscité beaucoup de réprobations, mais il faut entendre aussi ce qui s'est dit, les mensonges, la caricature qu'il y a eu. Moi j'ai débattu avec certains, mais c'était caricatural. Voilà, donc le 49.3, qu'on évolue, qu'on ait davantage de débats parlementaires, bien sûr, moi je ne peux être que pour. Demain, imaginons que la droite soit au pouvoir, qu'elle utilise le 49.3. S'il y a eu un débat avant, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se prépare quand même, je vais le dire aux auditeurs de Radio Freedom, ce qui se prépare, et Fillon, s'il était président de la République, j'espère qu'il ne le sera pas, et c'est pour ça que je m'engage auprès de Valls, je le défends, et je ferai tout. Qu'a décidé Fillon pendant 3 mois? Pendant 3 mois, il va agir par ordonnance. Ça veut dire quoi? C'est chaque semaine un 49.3. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat parlementaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette République? C'est ça la République de Fillon. Et les gens ne font pas suffisamment attention à ça. Ils disent non, moi je me donne 3 mois, fin de l'été, j'ai pris toutes les décisions. Mais on est où? Voilà, alors effectivement ça c'est le programme de François Fillon. Alors c'est vrai que durant cette campagne, Manuel Valls l'a affirmé, il souhaite continuer d'embaucher des fonctionnaires, et ça contraste évidemment, vous le disiez, avec le programme de François Fillon qui souhaite en supprimer, on le rappelle, mais tout le monde le sait, 500 000. Vous pensez quoi, Christian Annette, qu'il faut tailler dans les effectifs de la fonction publique, ou bien
continuer d'embaucher encore et encore. On rappelle que vous connaissez bien le problème puisque vous êtes conseiller municipal depuis 2008 à Sainte-Marie. Alors, je parlais de Fillon 2 minutes avant de parler de Valls. Fillon dit qu'il va supprimer 500 000 postes. On lui a posé la question où? Il dit, bon, on va voir. Mais il dit que ce n'est pas dans la défense, pas dans la police, pas dans la justice. Il reste donc l'éducation et la santé. Je m'élève contre ça et j'aimerais que tous les auditeurs prennent bien conscience de ce qui se passe. L'éducation nationale et la santé, pour moi, sont les deux piliers principaux de notre République pour les gens modestes, les gens précaires, parce que sans ça, on ne peut pas survivre, on ne peut pas se développer. Que va faire Fillon? Il va faire ce qu'avait fait Sarkozy, certainement. Supprimer 60 000 postes dans l'éducation nationale, je disais tout à l'heure. Alors on fait quoi? Dans les classes surchargées, on fait quoi? Ceux qui sont en difficulté, ils continuent à décrocher. On sait que 10 ans après, ils seront en échec. Échec scolaire, échec dans la vie. Je ne veux pas de ça. Je veux que l'éducation nationale reste une priorité de la France. À côté de ça, on doit faire des économies, vous le savez. François Fillon l'a dit il y a quelques années, la France est en faillite. Alors, qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'a dit? C'est François Fillon. C'est François Fillon, précisément, en septembre. Selon vous, c'est pas vrai? Non, en septembre 2012. Voilà. Il avait dit en septembre, non, en septembre 2007. Et qu'a-t-il fait, ce bon monsieur Fillon? 5 ans après, c'était plus 600 milliards de dettes. Donc, j'estime que Fillon, sur ce coup, il est d'une incompétence notoire. Ou alors, il manque totalement de caractère. Selon vous, on ne doit pas faire des économies alors? Mais bien sûr qu'il faut faire des économies. On en a fait. Alors comment on fait, sachant que le pôle salaire des fonctionnaires est l'un des pôles qui coûtent le plus cher à l'État? Pensez-vous qu'en supprimant 500 000, je supprime 500 000 postes, ce qu'il ne pourra pas faire. Aujourd'hui, le nombre de départs à la retraite de la fonction publique d'État, c'est 20 000 par an. Donc je me pose vraiment la question de savoir comment il va faire. Donc il va taper vraiment dans la fonction publique territoriale, la fonction publique de proximité dont on a besoin, à La Réunion comme ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des dérapages, parce qu'il y a des défauts qu'on supprime les postes. Il faut faire des économies. On en a fait 50 milliards. Là, ça a été douloureux, on a fait 50 milliards et on est en train de redresser quand même. On arrive aux 3% de déficit, même si ce ne sont que des chiffres. Mais on arrive, on respecte ces critères imposés par Bruxelles. Très bien. Alors, Christian Annette, on est avec vous jusqu'à 10 h. Alors, c'est vrai que là, on va devoir en fait, eh bien, juste parler de cette pétition parce que actuellement, on vient de me dire dans l'oreillette qu'on vient de dépasser les 5000 signatures pour cette pétition. Presque. 4997. Je serai le 5000e. Ah, ben voilà, Christian Annette, justement, le 5000e. Alors on y est presque. Les 5000. Merci à Marois, merci à Armouette, Lisette Grondin vient de signer. Arniel Marpiga vient de signer aussi. Attention, 4999. Ah ben moi, je suis le 5000e. Voilà. Alors justement, pourquoi? Plus sérieusement. Voilà, la TNT, TF1 et M6 gratuitement à La Réunion. Et surtout 27 chaînes là-bas en métropole et seulement 10 chaînes ici à La Réunion. Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce que selon vous, c'est ça aussi l'égalité réelle? Bien sûr. Il y a des problèmes bien plus graves. L'égalité tout court, c'est ça. On ne peut pas avoir un service de moins bonne qualité à La Réunion. Ça, c'est le principe. Et moi, je souscris à cette pétition, bien sûr. Moi-même, je n'ai pas ni M6, ni TF1. Bon, maintenant, je pose la question. Si c'est le cas aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème de coût. Et ma question, c'est de savoir qui paiera la différence. Est-ce que ce sont les ménages qui paieront? Voilà la question que je pose. Est-ce que ce sont les ménages? Ou alors, est-ce que ça sera le même coût pour les ménages? C'est une question qu'il faut poser à tout le monde. La deuxième chose, comme on parle de cela, moi, ma priorité... qu'on ait toutes les chaînes parisiennes, très bien. Beaucoup de chaînes ne sont pas non plus de très bonne qualité ou sont de mauvaise qualité. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait davantage de chaînes locales, de qualité, de la production locale. Est-ce qu'il y a la capacité à La Réunion pour faire ça, sachant qu'il faut quand même, pour qu'elles vivent, ces chaînes... Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des pubs. Il faut de la pub, il faut de l'argent. Et je crois savoir qu'à La Réunion, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent à La Réunion. Il y a des grands groupes, mais bien sûr qu'il faut alimenter. On ne peut pas se contenter des 4 chaînes qu'on a actuellement. Et justement... Et bravo, 5006 personnes. Voilà. 5006
personnes. Merci à vous tous. Alors merci Adeline, c'était peut-être la 5000e, ou Maya, ou Jenny, ou Sarah. 5006 personnes ont signé la pétition, on a dépassé la barre des 5000. Voilà. Et vous citez pas Christian. Alors justement, non mais c'est intéressant puisque vous êtes un proche d'Erika Barège, ministre des Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous dire officiellement, on est le 6 janvier 2017, il est 9h22, est-ce que vous pouvez nous dire officiellement aujourd'hui que vous allez faire le forcing auprès d'Erika Barège pour qu'il y ait... Faire le forcing, je pense qu'Erika Barège, elle est au courant de ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe à La Réunion, elle est au courant de cette pétition, donc elle est en train d'étudier cette question. Moi je crois que si on peut avoir, il faut avoir, mais dans quelles conditions? Il faut avoir les mêmes chaînes. C'est une affaire d'égalité, je ne parle même pas d'égalité réelle moi. Dans les prestations, il n'y a pas de raison, c'est un coût pour les chaînes privées. Elles font de l'argent ailleurs. Est-ce qu'Erika Barège a les leviers nécessaires pour intervenir à ce niveau-là? Qu'elle fasse une fiche, qu'elle fasse remonter ça au Premier ministre, à M. Cazeneuve, etc. Certainement. Qu'elle soit en contact avec le ministre de la Culture, certainement. Qu'elle puisse agir, certainement. Qu'elle puisse agir certainement, mais quelle est la décision? Non, c'est évident. Elle pourrait peut-être également agir auprès du CSA qui... De tout le monde, elle est la mieux placée pour nous défendre, c'est une évidence, mais maintenant la décision ne lui appartient pas. Mais je reviens quand même, moi aussi, sur la création de chaînes locales. Que ce soit difficile à vivre, je sais très bien, les médias c'est très difficile à tenir. Parce que même Antenne Réunion qui fait beaucoup d'audience a du mal à trouver de la pub, hein. Bon, c'est compliqué pour tout le monde. À part pour le service public peut-être qui ne dépend pas de la publicité. Oui, et qui n'est pas très public. Alors, rapidement pour rester là-dessus, est-ce que vous pouvez vous engager sur ce plateau à dire, bah oui, Erika Barège viendra peut-être ici nous dire, nous en parler peut-être, parce que vous êtes un de ses proches. Oui, je suis en contact avec elle, on se voit régulièrement quand on vient à La Réunion pour le travail. On lui en parlera, je lui en parlerai, mais je ne veux pas vous dire, oui, moi, Christian Net, je m'engage à ce qu'on ait ça au nom de Erika Barège. Elle dira, invitez-la, elle vous dira, il faut l'inviter. Très bien. Sur ce dossier, invitez-la, bien sûr qu'elle répond. Et elle dira exactement ce qu'il en est à Paris, entre les uns et les autres, entre le CSA, entre le ministre de la Culture et entre les obligations de certains. On ne peut pas faire que du profit, on ne peut pas faire que du profit quand on est une société privée et ne pas faire d'efforts dans l'autre sens. Malgré tout, plus de 5000 personnes, ça va continuer à augmenter. Ça va quand même forcément arriver à ses oreilles, si ça n'est pas déjà fait. C'est déjà fait. Et elle suit l'actualité de La Réunion tous les jours. Et à l'approche des élections, ça peut aussi peut-être servir. Hein, oui, voilà. avec ou sans élection, elle suit l'actualité de tous les territoires tous les jours. Donc elle a les infos, elle a tout ce qu'il faut dans ce domaine. Christian Net est avec nous jusqu'à 10h. Je ferme la parenthèse TNT puisqu'on était en train de parler de la fonction publique et bien justement... Et je n'avais pas terminé. Justement, vous parliez effectivement... De la fonction publique. Et on va prendre les auditeurs dans quelques instants. On parlait de François Fillon. Vous dénonciez un petit peu sa manière de faire. Je dénonce très fortement sa manière de faire. Pourquoi François Fillon s'attaque-t-il de façon aussi brutale à la fonction publique? Parce qu'il n'a plus, il se dit que si je suis président de la République, je n'aurai plus les moyens de financer. Mais ce n'est qu'une conséquence de sa première mesure. La première mesure de François Fillon, il le dit haut et fort, c'est quoi? C'est de réduire la fiscalité pour les plus fortunés. Ça, c'est sa première mesure. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en particulier, je vais noter, moi, la suppression de l'ISF. Impôt sur la fortune. L'impôt de solidarité sur la fortune. L'impôt de solidarité sur la fortune, hein, pour que ce soit clair, aujourd'hui, ça représente 5 milliards d'euros. Et 5 milliards d'euros, je les mets en parallèle avec les 5 milliards d'euros qu'il veut faire d'économie sur la santé. Sur la santé. Pourquoi je fais ce parallèle? Donc, est-ce que ça vous paraît clair? Mais jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Bon, pourquoi je fais ce parallèle? Parce que, justement, quand on a créé l'ISF, c'était en 88, François Mitterrand, il a créé l'ISF pour financer le RMI à l'époque. Donc on est dans la redistribution et moi je suis dans la redistribution. Je trouve que les mesures de François Fillon, je le dis très net, sont des mesures sur la fiscalité